On aura en fait 2 tours de parole, chacune ayant à chaque fois environ 8 minutes. Je serai très strict sur le respect de ces temps de parole. Enfin bon, on essaiera. Avec un premier temps, je l'ai dit, plutôt centré sur la caractérisation de ces phénomènes dans les contextes nationaux spécifiques. Et puis ensuite, plutôt sur les causes et les origines peut-être plus structurelles de ces phénomènes. Alors, on se lance sur ce premier tour, donc, pour un peu décrire l'état du problème, pour le dire comme ça. Dans quelle mesure a-t-on assisté à un tournant autoritaire ces dernières années dans vos pays d'enquête? Quels en sont les indicateurs? Alors, j'en ai déjà évoqué quelques-uns, concernant la liberté de la presse et du pouvoir judiciaire, liberté d'association et de manifestation, criminalisation du militantisme, attaque sur la liberté d'expression, y compris sur les universitaires eux-mêmes. On peut penser aux polémiques sur l'islamo-gauchisme en France ou les attaques contre la critical race theory aux États-Unis qui se font assez vigoureuses, qui a même été interdit dans un certain nombre d'États après l'avoir été interdit par Trump lui-même. Bref, dans quelle mesure faut-il analyser ces phénomènes séparément ou les penser ensemble? Peut-on parler d'une accélération à cet égard? Depuis quand? Et peut-être dernier point, et vous pourrez un peu piocher au regard des questions qui vous paraissent les plus pertinentes, au regard aussi, vous, de vos enquêtes spécifiques. Comment peut-on qualifier ces phénomènes? En fait, il y a une variabilité sémantique et conceptuelle, en fait, pour les caractériser. Autoritarisme, recul démocratique, dédémocratisation, démocratie libérale, quels concepts sont mobilisés dans les espaces nationaux que vous étudiez pour penser ces phénomènes? Alors, on n'a pas défini d'ordre précis pour commencer. Je ne sais pas, peut-être Linda, on peut commencer avec toi. Okay. Merci Julien, merci pour cette invitation. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu, parce que ça n'a rien d'évident en fait, comment je suis passée de mon terrain italien au terrain américain. Et ce sera une manière d'entrer dans mon propos, parce que en fait, je pense que cette dérive autoritaire que connaît les États-Unis depuis maintenant 2008 est liée à la dérive surtout d'un parti, du parti républicain. Et donc, c'est intéressant de s'y arrêter, de s'y pencher. En fait, moi, j'ai remarqué, lorsqu'a émergé le Tea Party, qui est un courant, en fait, du Grand Old Party, du Parti républicain américain, que les manifestations de ce courant étaient très similaires à ce que j'avais pu, moi, observer dans la Ligue du Nord. Et tout de suite, ça a suscité ma curiosité et j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Et de fait, en observant des manifestations patriotiques, des mobilisations contre les migrants, etc., j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires dans l'usage des symboles, l'usage de l'histoire, un usage très instrumental. Et donc, j'ai voulu continuer à enquêter aux États-Unis. Ce qui n'était pas évident au départ parce que, comme je suis anthropologue, il fallait que je choisisse un État. Et il y a différentes cultures politiques aux États-Unis. C'est pas comme étudier un pays européen. Et donc, j'ai finalement opté pour un État du Nord-Ouest, le Montana, donc, qui fait partie de ce qu'on appelle les Mountain States. Donc, ces États de l'Ouest qui sont marqués par la colonisation américaine, donc par une histoire très violente. Le Montana, c'est l'État américain où il y a le plus grand, enfin, où la population autochtone est la plus importante. C'est là que sont les réserves indiennes. C'est là que les Indiens ont été déportés, en fait. Donc, c'est toute une histoire assez chargée, particulière, etc. Et c'est aussi l'État où se sont constituées les milices patriotiques. Mais cela, depuis déjà les années 90, ces milices ont été ensuite dissoutes par le gouvernement fédéral. Donc, il y a une lutte de l'État contre ces groupes d'extrême droite, qui sont surtout basés dans le nord-est de l'État. Ce n'est pas tout le Montana. Et c'est de cette partie-là aussi du Montana qui est originaire ce représentant des white supremacistes, je me souviens plus son nom, mais Richard Spencer, dont on parle moins maintenant, mais qui s'est fait remarquer parce que c'est lui qui a salué l'élection de Donald Trump en disant « Heil Trump ». Donc il s'est fait connaître essentiellement pour ça, mais il a constitué un mouvement. Il est basé maintenant en Virginie, mais il est originaire, enfin il a grandi dans cette partie des États-Unis. Et c'est pas un hasard. Donc je pense qu'il faut tout d'abord réfléchir sur la dérive
de ce parti. Bon, les États-Unis, comme vous savez tous, c'est la plus ancienne démocratie, c'est un modèle pour toutes les autres démocraties à l'échelle mondiale, et ils se sont posés comme ça. Donc le fait que les États-Unis connaissent une telle dérive, ça a un effet sur tout le monde en fait. Et ça a un effet notamment en Italie, dans la mesure où les Italiens ont toujours été, enfin, la vie politique italienne depuis la Seconde Guerre mondiale a toujours été très influencée par l'Amérique. Et le fait que les Américains connaissent ces dérives autoritaires, les Italiens ont beaucoup moins de complexes depuis. Enfin, en ayant fait des observations aussi bien sur le berlusconisme que sur le trumpisme, je peux vous dire que le discours du trumpisme est beaucoup plus violent que ne l'a pu être Silvio Berlusconi en Italie durant les années 2000. Et c'est impressionnant de constater ça. Lorsque j'ai suivi le discours sur l'état de l'Union en 2020, j'avais vraiment l'impression de voir un meeting fasciste aux États-Unis. C'est quand même très, très troublant. Et si on ne suit pas les informations en anglais, on ne comprend pas à quel point c'est violent pour les Américains qui peuvent voir ça, en fait. Donc il faut vraiment réfléchir sur comment Trump, finalement, s'est imposé au sein de ce parti, parce que ça n'avait rien d'évident au départ. Je pense que l'émergence du Tea Party, ça a eu un effet sur le long terme. C'est un mouvement populaire à la base, le Tea Party. C'est un mouvement anti-taxe. Donc ça part aussi du ventre de ce pays. En fait, il y a une rébellion à un moment donné, une rébellion de droite, alors que c'est après la crise de 2008. Donc il faut aussi s'interroger sur pourquoi finalement, après toutes ces difficultés économiques qu'ont pu connaître les Américains les plus défavorisés, c'est plutôt un mouvement de droite qui va s'imposer. Et ensuite, il y a la question du racisme, bien évidemment. Donc dans le Montana, c'est assez évident, c'est un État blanc à 90%. Et les gens déménagent, en fait, vont s'installer dans le Montana parce qu'ils savent que c'est un État blanc. Quand ils sont californiens et qu'ils ne veulent plus vivre avec des latinos, ils se déplacent vers ces États, vers les Mountain States, pour vivre dans un environnement, disons, qu'ils considèrent pleinement américain, qui correspond à leur idéal de l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est un État c'était pas un État qui était aussi républicain il y a 20 ans, mais ça l'est devenu, les résultats des dernières élections, au moment où Joe Biden était élu, en fait, le Montana est devenu ultra républicain. Donc ça, c'était assez impressionnant de l'observer. Et donc j'ai beaucoup interviewé des républicains modérés et des républicains qui étaient passés par le Tea Party. C'était très intéressant de parler avec des républicains et de voir que certains me reconnaissaient avoir décidé de voter pour Hillary Clinton parce qu'ils voyaient très bien que leur parti était en train de connaître une dérive autoritaire. Et l'autoritarisme, en fait, c'est le terme vraiment qu'ils utilisent. Et ils se sentent assez impuissants face à ça. Et localement, ils ont fait des alliances avec les démocrates pour contrer les projets de loi qui leur semblaient les plus outranciers, en fait. Donc, je peux vous donner un exemple récent. J'ai interviewé un député du Montana qui a promu un projet de loi permettant aux professeurs de porter des armes dans les écoles. Cela en réaction aux tueries de masse, comme vous pouvez l'imaginer, parce que ça crée beaucoup de peur dans les familles. Et l'idée, c'était on va armer les professeurs, comme ça, si jamais il y a un élève armé qui rentre dans l'école, il pourra le tuer tout de suite. Donc c'était une des premières interviews que j'ai faites. C'est pour moi assez choquant, en fait, parce que le rapport aux armes, ça fait partie de leur culture. C'est difficile à comprendre pour nous. Mais il faut savoir que tout le monde a des armes. Même mes collègues, même les professeurs à l'université ont plusieurs armes chez eux. Après, c'est régulé. Dans le Montana, ils n'ont pas le droit de montrer les armes, contrairement au Texas. Et donc, ils sont très prudents. Et ce projet de loi a suscité toute une controverse, bien évidemment, dans l'État. Lorsque le gouverneur républicain a été élu, au moment où Joe Biden était élu, il a réussi à faire passer ce projet de loi, mais il a été annulé par la Cour suprême du Montana. Donc il y a eu quand même une réaction. Et tout récemment, ils ont quand même réussi aussi à bloquer
le référendum qui permettait de criminaliser l'avortement. Donc là, en fait, il y a un certain nombre de personnalités, plutôt des démocrates ou des républicains modérés, qui s'organisent pour contrer ces tendances autoritaires. Mais la question, c'est comment, finalement, comment on en est arrivé là. Comment une grande démocratie comme les États-Unis ont pu connaître une telle dérive. Et il faut s'interroger donc sur plusieurs points qui, à mon avis, me semblent vraiment déterminants. Et là, c'est des choses qui sont difficiles pour nous à percevoir dans la mesure où disons que ces États, qui sont des États plutôt ruraux, sont marqués aussi par une culture militariste assez forte, dans la mesure où les jeunes hommes, s'ils veulent quitter l'État, quand ils n'ont pas les moyens de faire des études ailleurs, doivent s'engager dans l'armée. Donc il y a une militarisation de la société dans ces États qu'on perçoit assez mal, et ça a un effet, ça a droitisé ces États, premièrement. Et lorsque j'ai interrogé les gens, ils m'ont expliqué que pour eux, cette dérive était partie du traumatisme de la guerre du Vietnam. En fait, ça remonte très très loin. Et la naissance même des milices est liée à ce passé, à ce traumatisme de la guerre du Vietnam. Donc ils remontaient tous à cet événement-là. Mais certains m'ont expliqué que la guerre en Irak et en Afghanistan, ce que nous on perçoit moins bien, donc ça touche des hommes de ma génération, en fait, ce traumatisme-là était presque pire. Et c'est même pas élaboré, parce qu'en plus, c'est un échec total. Et personne n'en parle. Ensuite, il faut s'interroger sur le mode de financement des partis, notamment les financements privés. Dans la mesure où, aujourd'hui, toute la vie politique américaine tourne autour de la récolte de fonds, qui permet aux élus de faire campagne et d'être élus. Il faut savoir que plus de la moitié aujourd'hui des représentants américains sont des millionnaires. Donc ça aussi, ça contribue à la droitisation du pays. Et avec ce système, ce mode de financement, ça devient très difficile de lutter contre cette tendance. Et personne ne le remet véritablement en cause, hein, parce qu'il y a aussi énormément de démocrates qui sont millionnaires et qui sont à la Chambre. Et en fait, les Américains font des classements, c'est à savoir qui sera leur représentant le plus riche. Donc même culturellement, ce n'est pas tant remis en cause que ça. Et ça, c'est vraiment très problématique. Ensuite, ce système de financement, il est assez opaque. Et ça permet aussi de financer des campagnes qui sont illibérales. Qui sont illibérales. Et ça permet aussi à des puissances étrangères, et notamment la Russie, de faire entrer de l'argent mafieux aux États-Unis pour financer des campagnes qui vont à l'encontre, finalement, des intérêts patriotiques du pays lui-même. En fait, comme vous le savez, il y a eu des soupçons sur l'ingérence de la Russie dans l'élection de 2016. Et ensuite, il y a cette très forte polarisation politique que Trump a générée. Trump a en fait créé un monde parallèle. Dans le Montana, les gens sont... Enfin, disons qu'il y a très peu d'activités culturelles, donc les gens sont toujours devant la télé. Et ils regardent essentiellement Fox News. Donc des informations... Et là, il y a ces deux mondes parallèles. Les informations que suivent les républicains et celles que suivent les démocrates, c'est pas la même chose. Ce sont vraiment deux mondes. Et les gens ne se parlent plus, parce que lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un du bord opposé, c'est difficile de trouver des formes d'éléments communs de dialogue. On est dans la confrontation la plus totale. Et ça, ce sont les politiciens qui ont alimenté ça, en fait. Et moi, ce que j'ai noté en interviewant les gens, c'est qu'il y a une très grande tristesse par rapport à ça, parce que ça divise même les familles actuellement. Et les gens, dans certains cas, ont même peur de leurs voisins. C'est-à-dire qu'avant les résultats des dernières élections présidentielles, je peux vous citer le cas d'un homme qui m'a dit bon, moi, je vais essayer de prendre des vacances la semaine du jour de l'élection, parce que lui, il est démocrate, il sait très bien que ses voisins le savent, tous ses voisins sont républicains. Il m'a dit, ils vont être tellement énervés, il vaut mieux que j'aille faire un tour ailleurs. Sachant que les gens sont tous armés. Et on sait qui est républicain ou démocrate, parce qu'en général, dans cet état-là, on est inscrit comme électeur démocrate ou républicain.
Donc ça peut créer aussi des tensions. Et les gens, en général, l'affichent devant leur maison. Il y a un drapeau, il y a le nom d'un élu qu'ils soutiennent, etc. Donc tout est assez transparent. Mais en même temps, ça crée des tensions dans de telles circonstances. Et donc c'est assez impressionnant de voir ça. Moi, je n'imaginais pas, en y allant, en passant du temps, à quel point cette polarisation avait créé des lacérations dans la société américaine. Donc je vais m'arrêter là. Merci Linda. On enchaîne avec peut-être Camille sur une démocratie plus récente comme la démocratie brésilienne et avec lequel spontanément on fait des liens assez facilement Trump, Bolsonaro, mais tu me diras peut-être s'il faut les déconstruire. Ouais, merci beaucoup. Ben non, justement, là en écoutant, j'étais très intéressée par tous les points de rapprochement entre ces deux systèmes politiques. Alors, la question que tu nous posais, c'était celle de savoir si ces systèmes politiques vivaient un tournant autoritaire, avec une question, un point d'interrogation. Et je trouve que, en tout cas dans le cas du Brésil, mais je pense qu'on pourrait aussi poser la même question dans le cas des États-Unis, c'est effectivement l'objet d'une interrogation. Alors peut-être des éléments de contexte d'abord, pour rappeler que moi, ce que je qualifierais plutôt de dynamique autoritaire est intervenu déjà au minimum depuis une décennie. Que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on peut parler de crise politique, de fluidité, on peut employer tous ces termes-là, pour donc qualifier une situation où les alliances politiques entre décideurs, disons, élus des différents pouvoirs, par exemple, ces alliances sont très instables, avec des retournements incessants, et une situation où on ne peut pas observer de processus linéaire, ni de tendance vraiment très nette. C'est-à-dire, je pense que ce qui peut le mieux peut-être caractériser la situation, c'est justement son incertitude et les inconnus, d'ailleurs en particulier en ce moment, pour les semaines qui viennent. À partir de 2013, le Brésil a connu de fortes mobilisations sur des enjeux d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres sociétés d'Amérique latine, notamment sur le prix des transports publics par exemple, puis après des mobilisations autour de l'enjeu des violences policières par exemple. Mais c'est un moment, ces mobilisations 2013-2015, où des collectifs de droite radicale ont commencé à se structurer, pas en parti politique, se structurer plutôt de façon informelle et à apparaître plutôt dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux et des sites internet qui sont devenus progressivement des médias. La suite de la chronologie, c'est la campagne électorale. Enfin, il y a plein de choses, mais on peut citer la campagne présidentielle de 2018, pendant laquelle la concurrence électorale a connu une distorsion, puisque à un mois du scrutin présidentiel, le candidat qui était le mieux placé, qui était Lula, a été incarcéré sur des allégations de corruption qui étaient considérées qui sont, comme abusives, et d'ailleurs il a eu des non-lieux qui sont certainement moins graves que ce qui pend au nez de Bolsonaro. Et puis, donc évidemment, élection de Bolsonaro. Et puis pour terminer sur cette rapide chronologie, on peut citer les mobilisations post-électorales qui agitent le pays depuis le second tour de l'élection présidentielle. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Impossible de savoir ce qui va se passer. La prise de fonction de Lula, c'est le 1er janvier, et d'ici là, il peut encore arriver beaucoup de choses. En particulier, il y a beaucoup d'incertitudes sur la position que pourront avoir les chefs d'état-major, par exemple. Et dans ce processus, ce qu'on pourrait citer, c'est d'abord le fait que sont entrés en politique depuis une dizaine d'années des personnages et puis
des corps professionnels qui ont longtemps été extérieurs au champ politique, notamment des professionnels du droit, beaucoup de professionnels de la sécurité, policiers, militaires, et également il y a un renforcement dans le champ politique de la présence d'acteurs religieux, donc en particulier des femmes et des hommes pasteurs d'églises évangéliques. Il se diffuse aussi un cadrage anticorruption, pas tellement de l'action publique, mais plutôt des mobilisations, en particulier des mobilisations de droite et des mobilisations en fait, des bolsonaristes qui s'opposent à ce qu'ils appellent des communistes, c'est-à-dire en fait au Parti des travailleurs et à Lula. Ce cadrage anticorruption, il a été aussi beaucoup utilisé justement pour appuyer, légitimer l'entrée en politique de professionnels du droit et pour légitimer le retour des militaires qui se présentent sur la scène politique comme moins corrompus que d'autres, notamment moins corrompus que... les professionnels de la politique, moins corrompus que les policiers, par exemple. Alors, cette dynamique autoritaire, elle se traduit, je donnerai des détails dans un instant, mais par des limitations apportées au pluralisme. Mais ce n'est pas tout à fait clair. En fait, il y a beaucoup d'ambiguïté de ce point de vue-là. Des atteintes aux libertés et surtout, en fait, des atteintes aux droits humains. Pas forcément en fait d'incarcération pour des raisons politiques, mais plutôt dans le pays, au niveau local plutôt, des assassinats politiques. Alors il y a eu bien sûr des incarcérations abusives et au premier chef on peut penser aux 18 mois de prison de Lula, mais surtout en fait, moi je voudrais citer là plutôt, je pense plutôt aux assassinats de dirigeants de mouvements sociaux, des dirigeants de mouvements, donc des défenseurs de l'environnement, des défenseurs des droits humains, en particulier des personnes qui appartiennent au peuple autochtone, des personnes qui se mobilisent contre les accaparements de terres et qui se trouvent confrontées, par exemple, aux milices des propriétaires terriens. Mais en même temps, on est aussi dans une situation où il n'y a pas eu de rupture institutionnelle, qu'on ne peut pas dire qu'on est en situation de régime autoritaire. La Constitution reste en vigueur. Au moment de la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016, il y a eu des distorsions qui ont été mises en valeur par des spécialistes de droit constitutionnel, par exemple, mais cette Constitution reste appliquée. Le problème, c'est qu'en fait, de tous les côtés, les acteurs se revendiquent de cette Constitution. Donc aujourd'hui, les gens qui manifestent, qui prient, en fait, principalement devant les casernes, pour demander que Bolsonaro reste au pouvoir, ce sont des gens qui se réclament de la Constitution et qui se réclament précisément d'un article, qui est l'article 142, qui dit que les forces armées sont garantes de l'ordre public et que en ce nom-là, elles devraient pouvoir intervenir. Et donc, quand Bolsonaro a fait une déclaration 3 jours après l'élection en disant qu'il allait respecter la Constitution, en fait, il y a ça derrière. Ça ne veut pas du tout dire, en fait, qu'il va accepter l'alternance. Donc, il n'y a pas de rupture institutionnelle, mais là, on est dans une situation d'incertitude extrêmement importante. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur le tournant autoritaire, ce que je voulais souligner, c'est que je pense que pour évaluer, un petit peu comme dans le cas des États-Unis, pour évaluer ce tournant ou pour essayer d'en comprendre la nature, c'est important de raisonner à plusieurs échelles et évidemment de ne pas se limiter à la question de l'alternance présidentielle. Donc là, je viens de souligner son incertitude, mais sans doute, on peut espérer que dans le meilleur des cas, cette incertitude soit levée dans le courant du mois de janvier. Mais il y a quand même... bon, d'abord, il faut regarder aussi les résultats de l'élection législative qui a eu lieu en même temps que le premier tour de la présidentielle, où là, en fait, ce qu'on a vu, c'est de très bons résultats pour beaucoup de personnages qui ont beaucoup fait parler d'eux et qui ont été très proches de Bolsonaro pendant ces 4 années de mandat.
en particulier une partie de ses ministres ou les personnes qui ont porté sa parole à la Chambre des députés et au Sénat. Donc, ce n'est pas un raz-de-marée législatif, mais le Parti des travailleurs, la gauche, a une très très faible majorité et ne pourra pas gouverner facilement. Et puis surtout, en fait, il faut aller regarder au niveau local, au niveau méso, disons, au niveau des gouvernements des États fédérés. Et là, on n'est pas dans une situation favorable à la gauche, et on est plutôt dans pas mal d'États, dans des situations de continuité, voire de renforcement des droites radicales. Alors, regarder à plusieurs échelles, c'est aussi aller regarder donc, les mobilisations de des droites radicales. J'ai déjà parlé 7 minutes, ça va vite. Donc les mobilisations des droites radicales et en particulier donc la place des forces armées et des polices. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui est, je trouve, très frappant simplement dans l'actualité politique récente, c'est de voir que ces droites radicales sont beaucoup plus mobilisées que les gauches. Et on est aussi, de même qu'aux États-Unis, dans une situation de polarisation extrêmement forte de cette société, où, de même, les familles sont traversées par des conflits politiques, sont déchirées par des conflits politiques. Dans les quartiers, effectivement, les gens soit ne se parlent plus, soit même peuvent être en situation de difficulté pour ceux qui sont minoritaires dans des quartiers bolsonaristes. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est une très forte consolidation de valeurs et de positionnements conservateurs qui aujourd'hui ont pris une place dans le débat public qu'ils n'avaient pas il y a 10 ou 15 ans. En particulier, on voit les bolsonaristes qui aujourd'hui abordent sans plus aucune réserve leur position homophobe, par exemple, leur demande d'intervention politique de l'armée. Alors juste pour terminer, on peut se poser la question de la caractérisation. Quelle notion, quel concept on va utiliser? Alors pour moi, je suis un petit peu gênée en fait par ce genre de questions parce que d'un côté, je sais bien qu'on a besoin de caractérisation, on a besoin de nommer les situations qu'on observe et en même temps, je trouve que ajouter des adjectifs à démocratie ou à autoritarisme, c'est assez stérile. J'ai plutôt tendance, moi, à parler de dynamique autoritaire, justement parce que je trouve que c'est important, que ce soit pour les États-Unis, le Brésil, l'Italie ou ailleurs, de revenir sur des dynamiques historiques de moyenne, voire de longue durée, de penser l'ancrage social, mais avec cette ambiguïté sur les continuités institutionnelles. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais être trop longue. Merci Camille. Alors, on va passer à la France où l'extrême droite n'est pas au pouvoir et donc tout va bien, Stéphanie. Ouais, on va passer à la France. Je ne sais pas si je répète la phrase jusqu'au bout. Je te laisse la deuxième moitié. Non, c'est intéressant, en l'occurrence, d'évoquer le cas de la France après avoir entendu des choses très intéressantes sur les États-Unis et sur le Brésil. Parce que, bon, moi, tu l'as dit, je suis juriste. Donc, évidemment, l'angle d'approche que j'ai, il est un petit peu différent. Je ne travaille pas directement sur l'ancrage social des évolutions politiques ou sur la polarisation comme phénomène politique et social. Mais évidemment, je travaille sur le droit et il se trouve que... à la fois aux États-Unis et au Brésil, d'autres éléments qu'on pourrait ajouter à tout ce que vous avez déjà apporté, c'est précisément le fait que beaucoup des mouvements autour de Trump, autour de Bolsonaro, ont évidemment compris très bien et investi massivement le rôle du droit, justement,
dans la conquête du pouvoir et puis dans l'assise des mouvements qui sont les leurs. Alors, je sais pas, pour prendre 2-3 éléments qui nous parlent tous par leur actualité, ce qui s'est produit à la faveur de la censure par la Cour constitutionnelle de la liberté d'avortement aux États-Unis, évidemment, n'est pas du tout venu comme une surprise, ni pour ceux qui observent les États-Unis depuis longtemps, ni pour les juristes, parce qu'en réalité, c'est vraiment un mouvement qui a été préparé depuis des décennies. Et ça fait des décennies qu'il y a véritablement une sorte de guérilla juridique autour de la manière dont la Cour suprême, dans les années 70, avait dessiner le statut constitutionnel de l'avortement. Et au Brésil, il y a eu évidemment aussi des instrumentalisations très importantes autour du coup d'État, autour de l'incarcération de Lula, etc. Bon. Alors, je dis ça parce que, en l'occurrence, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention sur le cas de la France, c'est précisément l'importance de cette focale juridique pour essayer de réfléchir sur le point de savoir s'il y a un tournant autoritaire ou une dynamique autoritaire. Et de ce point de vue, je voudrais dire que peut-être depuis un peu moins d'une décennie en France, je crois qu'il y a des éléments, disons, de forme, c'est-à-dire des formats de gouvernement et des éléments de fond, c'est-à-dire de ce qu'on vote et de ce qu'on fait véritablement avec le droit, qui convergent pour, à tout le moins, déclencher une sorte de sonnette d'alarme sur le fait qu'effectivement, on est dans un moment qui est plus autoritaire, en tout cas indubitablement bien moins libéral que ce n'était encore le cas il y a peut-être 2 décennies ou auparavant. Alors, sur le mode de gouvernement ou sur les aspects un peu de forme, alors évidemment, une des choses principales, me semble-t-il, c'est que si on regarde la période 2015-2022, en réalité, la France a été gouvernée beaucoup plus que la moitié du temps par un régime spécifique, qui n'est pas le régime normal, qui est un régime d'état d'urgence, puisqu'on a été sous un régime d'état d'urgence pendant 2 ans après les attentats de novembre 2015. Vous vous rappelez que l'état d'urgence avait été proclamé par le président de la République dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, et il est resté en vigueur pendant 2 années. Et puis, en mars 2020, lorsque la pandémie a pris l'ampleur qu'on lui connaît, eh bien le réflexe du gouvernement, ça a été de créer à nouveau un régime d'exception, un mode de gouvernement spécifique, qui est l'état d'urgence sanitaire, qui lui aussi est resté en vigueur pendant 2 années, puisqu'il a pris fin en 2022. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose de très important, parce que bon, on peut revenir dans la discussion sur ce que c'est véritablement qu'un état d'urgence, mais disons qu'il y a au moins 2 choses intéressantes à garder à l'esprit. La première, c'est d'abord que, historiquement, l'état d'urgence, ça ne vient pas de n'importe où. L'état d'urgence, tel qu'il a été activé en 2015 après les attentats, il trouve sa source dans une loi du 3 avril 1955 qui est directement une réponse au début de ce qu'on n'appelle pas encore à l'époque la guerre d'Algérie, c'est-à-dire au premier mouvement du FLN et à la Toussaint Rouge de novembre 1954. Et c'est véritablement un régime en fait de police. D'accord, c'est un régime de police, c'est-à-dire que l'état d'urgence qui s'appelle à l'époque, la loi de 55, c'est la loi relative à l'état d'urgence en Algérie. L'idée, c'est véritablement de permettre à la police de fermer les bars, les restaurants, les théâtres, de stopper n'importe qui dans la rue pour n'importe quel motif, d'interdire la circulation des personnes, d'assigner les personnes à résidence, de contrôler la presse, etc., etc. Et c'est vraiment ce régime-là, c'est vraiment la loi du 3 avril 1955 qui va être mise en vigueur en novembre 2015. Et en plus, de 2015 à 2017, c'est-à-dire pendant les 2 années où elle va rester en vigueur, elle va, à 6 reprises, être modifiée, modernisée dans le vocabulaire du gouvernement, toujours dans le sens d'une aggravation du régime des libertés. C'est-à-dire qu'en réalité, la loi de 1955, telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'elle a été modifiée par l'état d'urgence antiterroriste de 2015 à 2017, elle est beaucoup plus sévère, elle est beaucoup plus rigoureuse du point de vue des libertés que ce n'était le cas en 1955. Donc c'est juste pour donner quand même une idée. Et
à la faveur de la pandémie, on a donc fait un état d'urgence sanitaire qui, en fait, répond exactement à la même logique. C'est là aussi une loi de police qui a permis, vous vous en souvenez, tous les régimes de confinement jusqu'au confinement le plus strict qu'on a connu pendant plusieurs mois à 3 reprises. Mais ça a permis aussi les couvre-feux. Je vous rappelle qu'on a vécu pendant 8 mois sous couvre-feu national. Le couvre-feu national, jusque-là, historiquement, ça rappelle des épisodes de guerre. D'accord ? C'est pas une mesure de police qui existe habituellement dans le répertoire d'action du gouvernement. Donc on a quand même vécu pendant 8 mois sous une mesure de couvre-feu national, y compris très rigoureux. Il y a des époques où il était à 17h, 19h, 18h, etc. Bon. Donc, c'est vraiment pas anodin de dire que, encore une fois, entre 2015 et 2022, on a vécu plus de la moitié du temps sous état d'urgence. Et surtout, au-delà de ce fait-là, ce qui s'est passé de très, très notable, c'est que, et ce qui est vraiment une nouveauté par rapport aux quelques expériences antérieures qu'on avait eues de l'état d'urgence, c'est que à partir de 2015, les autorités publiques, le chef de l'État, le chef de gouvernement, les ministres de l'Intérieur successifs, ont déployé une rhétorique qui est tout à fait nouvelle et qui est la rhétorique selon laquelle l'état d'urgence n'est pas contraire à l'état de droit, n'est pas une suspension de l'état de droit, mais bien plutôt, nous ont-ils dit et affirmé et répété, l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit, voire l'état d'urgence est nécessaire à la préservation de l'état de droit. Et alors ça, c'est une mise en récit de cette forme exceptionnelle, de ce format exceptionnel de gouvernement, à laquelle je crois qu'il faut prêter vraiment attention, parce qu'il risque véritablement d'emporter, cette mise en récit, elle risque d'emporter avec elle une sorte de corruption un peu sémantique des catégories fondamentales avec lesquelles on pense le politique, avec lesquelles on pense les dynamiques autoritaires, qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui est l'exception, qu'est-ce qui est un mode de gouvernement normal et qu'est-ce qui est un mode de gouvernement exceptionnel, éventuellement autoritaire, etc. Donc ça, je crois que c'est vraiment une mise en récit qui est vraiment très importante. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire sur un peu les aspects de forme, la manière de gouverner. C'est aller de pair. Je ne mets pas ici un rapport de causalité, mais en tout cas, je souligne une coïncidence, c'est aller de pair, sur le fond, avec une multiplication. Alors, c'est toujours très difficile de quantifier, je veux dire, est-ce que c'est plus qu'avant, dans quel degré, etc. C'est un peu difficile à dire, mais enfin, en tout cas, avec une activité législative intense et soutenue qui converge sur une multiplicité de questions pour restreindre les libertés ou pour aggraver le régime d'un certain nombre de libertés. Alors, je peux pas, je vais pas faire une liste à la Prévert, ce serait très ennuyeux et pas très intéressant, mais pour donner quelques illustrations, depuis 2015, le Parlement, à l'initiative du gouvernement, a adopté, si mon compte est exact, une dizaine de lois aggravant la législation antiterroriste. Sur la même période, on a eu au moins 2 grands textes sécuritaires au sens de la sécurité quotidienne. La loi anti-casseurs de 2019, rappelez-vous, qui voulait créer une interdiction administrative individuelle de manifester. Et puis la loi sécurité globale de 2021, dont vous vous souvenez pour les nombreux débats qu'elle a soulevés. On a également eu toute une série de textes qui ont en fait normaliser des morceaux de ces états d'urgence sous l'empire desquels on a vécu. C'est-à-dire que et l'état d'urgence antiterroriste et l'état d'urgence sanitaire sont restés en vigueur pendant 2 mois, mais en réalité, ni l'un ni l'autre, lorsqu'ils ont été levés, lorsqu'ils ont pris fin, n'ont véritablement disparu. Un état d'urgence, c'est pas une parenthèse qu'on ouvre et qu'on referme et avec un retour au statu quo hanté. En réalité, il en reste des choses et l'exemple emblématique dont vous avez certainement entendu parler, c'est la loi SILT. La loi SILT, c'est une loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme qui a été promulguée le 30 octobre 2017, alors que l'état d'urgence antiterroriste devait prendre fin le 1er novembre 2017. Donc la veille, on fait entrer en vigueur un texte dont l'objectif est de transcrire dans le droit commun 4 des mesures phares de l'état d'urgence antiterroriste, que sont les assignations à résidence, les périmètres de sécurité, etc., etc.
Donc on a pas mal de textes qui font ça. Et puis on a, je le dis juste, je termine là-dessus parce qu'on en reparlera peut-être dans le deuxième tour de parole, on a évidemment un texte qui est très très important pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux libertés, qui est la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, qui est intéressante à de nombreux titres, mais qui est en particulier intéressante, et c'est pour ça que je voudrais y revenir tout à l'heure, sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit des libertés associatives. Il y a ce texte restreint d'une manière absolument inédite la liberté d'association, et elle le fait de manière explicite en mettant en cause la compatibilité d'un certain nombre de structures associatives de défense, notamment des musulmans, à la République. Mais en réalité, ce qu'on voit poindre, ce qu'on craignait déjà au moment de la fabrique de la loi, mais ce qu'on voit poindre aujourd'hui, c'est la manière dont elle va permettre, à très court terme, de discipliner, de contrôler notamment le mouvement de défense de l'environnement. Merci Stéphanie. On va effectivement passer à notre deuxième tour de parole. On va essayer de ne pas être trop long pour avoir du temps de discussion et d'échange avec la salle ensuite. Alors vous avez commencé déjà à aborder, et c'est logique, hein, mais les causes possibles des phénomènes que vous identifiez. Alors nous, il y a plusieurs questions qui nous intéressent. L'une d'entre elles, c'est celles-ci sont-elles à chercher plutôt en haut ou en bas? Dans quelle mesure ces formes d'autoritarisme trouvent-elles leur source dans une forme de demande sociale d'autorité que vous pourrez identifier de multiples façons, et Linda en a déjà de toute façon donné certains éléments, des droitisations des électorats, etc. Ou à l'inverse, même si probablement tout ça est en interaction, dans les usages qui sont faits de tout cela par les élites politiques et économiques. De façon plus structurelle, est-ce que ces dynamiques autoritaires tiennent-elles à des évolutions du jeu politique, institutionnel, de l'infrastructure économique et ce dont on a parlé hier, vous n'étiez pas là, mais sur le néolibéralisme autoritaire? Dans quelle mesure aussi, pour rebondir sur ce qu'évoquait Stéphanie à l'instant, ces dynamiques autoritaires tiendraient aussi ou pourraient être perçues comme une réponse à une série d'attaques extérieures, terrorisme, crises successives, comme le Covid, tous les pays d'ailleurs dont on parle ici ayant connu la période de la pandémie et ayant probablement répondu de façon différente en termes de droits, de liberté et de gestion démocratique de la pandémie, ce qui peut être un bon indicateur également de la nature de ces phénomènes. Voilà, donc je vous repasse la parole. On va peut-être repartir dans le même sens en commençant avec Linda. Oui, donc je vais peut-être approfondir un peu la question de la culture politique dans ces États de l'Ouest, parce que c'est déterminant pour comprendre aussi quel succès peuvent avoir aujourd'hui ces hommes politiques, pourquoi ils prennent pied. Et en fait, Donald Trump, ce n'est qu'un des interprètes d'une certaine tradition de droite aux États-Unis. Il n'est pas le seul à l'incarner. Avant lui, il y avait Ron Paul. Donc lui, il est particulièrement doué pour le faire et il a pu s'imposer au sein du Parti républicain pour cette raison. Mais ce n'est pas le seul et l'unique représentant de ce courant de la droite américaine. En fait, c'est l'État où j'ai enquêté. C'est un État qui a une culture libertarienne très enracinée. Et ça, c'est difficile pour nous aussi de comprendre cela, dans la mesure où, pour la plupart des gens, c'est impensable de contribuer à un système de sécurité sociale collectif. Chacun est responsable pour lui-même, donc il paye sa propre assurance, et c'est très bien comme ça en fait. Le fait de participer à un système plus collectif, c'est perçu vraiment comme une injustice par les gens. Et ça, nous, comme on est dans un système et une tradition complètement différente de ce point de vue-là, on a du mal à le comprendre, et c'est transversal d'une certaine manière. Les démocrates ont une sensibilité un peu différente et ils se rendent compte que le fonctionnement des assurances privées américaines, c'est vraiment très problématique. Et ils sont critiques surtout par rapport à ça, en fait, par rapport à ce système. Mais ils participent aussi de toute cette culture libertarienne qui est liée aussi à une histoire, à des modes de vie. Quand on vit dans le Montana, on estime finalement assez normal que les gens aient une arme chez eux lorsqu'ils sont très isolés et que la police ne viendra pas les aider si jamais il y a un souci. Ils portent des armes aussi parce qu'ils chassent et ils mangent la viande des animaux qu'ils ont chassés.
Et c'est comme ça depuis plusieurs générations. Donc le port d'armes, ça fait partie de leur culture. Donc leur enlever les armes ou restreindre leur usage des armes, c'est problématique. Bon, en même temps, ils n'ont pas besoin d'avoir des armes de guerre. Cela dit, à la maison, ils savent très bien qu'ils ont encore les armes de guerre du grand-père qui a débarqué en Europe, par exemple. Et ça, c'est assez étonnant de savoir qu'ils n'ont pas rendu les armes. Donc il y a toute une culture toute une culture, c'est le rapport aux armes et le rapport à la violence légitime, le rapport à l'État, qui est radicalement différent de ce que nous, on peut connaître. Donc, en fait, les représentants républicains s'appuient sur ces éléments culturels pour faire campagne. Et ce qui détermine finalement le vote dans un État comme le Montana, c'est deux choses essentiellement. C'est ce qui détermine si quelqu'un est démocrate ou républicain. C'est la question de l'avortement et la question du port d'armes. Et c'est justement sur ces deux questions qu'est intervenue la Cour suprême juste avant les élections des midterms. Ce n'est pas un hasard. C'était une manière encore de polariser ultérieurement les personnes. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a joué en leur faveur, dans la mesure où il y a une extrême mobilisation des femmes aux États-Unis suite à cette décision. Donc les femmes sont allées massivement s'inscrire sur les listes électorales avant les midterms. Donc les gens prennent conscience en fait aujourd'hui que ce sont vraiment leurs droits civils qui sont en jeu. Et on l'a vu, et c'est également le cas en 2020, ils sont tous allés voter en masse. Et ça, c'est quand même relativement nouveau pour les États-Unis, où il y avait un taux d'abstention qui était quand même très élevé, et cela depuis des années. Donc on arrive à un point où ils comprennent que les choses deviennent assez graves. Et la tentative de criminaliser l'avortement dans le Montana, là, au moment des midterms, c'est pas passé non plus. Donc je pense que les gens ont pris conscience de la gravité de la situation. Dans un État qui est très à droite. Donc c'est quand même plutôt un signe positif, à mon avis. Et donc je parlais de cette tristesse aussi des gens. Cette tristesse, on l'observe pas seulement chez les démocrates, mais également chez les républicains. Et ça aussi, ça peut être aussi un ferment d'espoir, parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de reconstituer, disons, une base consensuelle commune pour reconstruire quelque chose ensemble. Ils vont avoir besoin de ça. Donc ça veut dire reconstruire le dialogue. Et je pense que c'est aussi un élément très important, et ça, c'est une question transversale. À mon avis, ça se pose également chez nous, c'est-à-dire aller reconstruire le dialogue sur des sujets difficiles lorsque les gens ont été tellement polarisés pendant des années, et ça demande un effort. Enfin, d'une certaine manière, c'est l'effort que moi je fais lorsque j'enquête et que je vais interviewer un républicain ou un élu de la Ligue du Nord. Ça n'a rien d'évident. Et beaucoup d'étudiants ne vont pas vers ces forces politiques, vers ces groupes politiques, et c'est dommage d'une certaine manière. Parce que justement, on a besoin de construire ces ponts et de construire ce dialogue et d'interagir avec eux, de comprendre comment ils en sont arrivés là. Et donc voilà, d'une certaine manière, c'est un appel en fait. Donc pour vous dire qu'il faut vraiment travailler sur ces espaces politiques qui sont difficiles à approcher, mais je pense qu'il y a un travail qui est un travail aussi citoyen dans ce sens-là à faire. Ouais, merci. Alors, d'abord, d'autres questions de méthode que je voulais évoquer, mais je souscris quand même à cet appel. Et je suis d'accord aussi pour dire que ce sont des espaces qui sont quand même difficiles à investir. C'est important de le faire. Et parfois, c'est difficile, effectivement, de persuader les étudiants d'aller passer du temps avec des gens qui sont loin de ce qu'ils sont eux-mêmes en politique. Donc peut-être que c'est à nous aussi d'engager le travail. Je ne sais pas. Du point de vue des méthodes, je voulais aussi signaler une chose, c'est que il n'est pas facile en fait d'aller chercher les causes, et que il y a quand même un risque scientifique à aller à s'interroger sur des origines. Et alors on va remonter à un facteur qui en amène un autre, et puis finalement parfois on risque d'être dans l'impasse. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais pour en fait la recherche des explications l'importance de la reconstitution de dynamiques historiques. Mais c'est vrai, on peut se demander jusqu'où il faut remonter.
Alors, c'est aussi, je dis ça aussi parce que, donc, avant d'arriver à des éléments plus précis sur l'ancrage social du conservatisme, je dis ça parce que les événements que j'ai décrits rapidement tout à l'heure à propos du Brésil ont suscité chez moi beaucoup d'interrogations sur nos regards de chercheurs sur les situations qu'on observe. Parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur le Brésil. Et j'ai commencé notamment avec ma thèse à la période du passage à la démocratie, où c'était beaucoup plus confortable. Je suis allée m'intéresser pour mes enquêtes à des gens dont je partageais en fait les positions politiques. Et on a tous collectivement, quand on a travaillé sur ces transitions démocratiques, été dans un courant, on a adopté des approches qui interrogeaient les processus de consolidation démocratique. Et on a été beaucoup séduits par la notion d'enclave autoritaire. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Finalement, sans doute, un regard un peu évolutionniste qui consistait à dire il y a des gens qui ont l'air de regretter la période militaire, la période autoritaire, mais il y a des processus d'apprentissage de la démocratie. Donc, ne nous inquiétons pas, ils vont apprendre. Moi, j'ai beaucoup enquêté à l'époque sur des électeurs analphabètes qui avaient obtenu le droit de vote en 1988. Donc, mes premières enquêtes, c'est 91, 92. Donc, l'idée, c'était, ça fait ces gens-là, je sais pas, ils ont 50, 60 ans, ils n'ont jamais voté. Donc, laissons-leur le temps d'apprendre. Sans être condescendante, hein, j'ai essayé de faire ça correctement. Ce qu'il y a derrière, c'est quand même l'idée que forcément, avec le temps, il allait se construire une préférence pour la démocratie. Et en fait, moi, en tant que chercheuse, j'ai clairement enregistré physiquement dans mes enregistrements d'entretien, mais aussi comme données, le fait que des gens exprimaient une préférence pour la période autoritaire, des nostalgies, qui me disaient que c'était mieux à l'époque des militaires, qui était très récente à l'époque. Et je crois finalement que je n'ai pas voulu aller creuser. J'ai mis ces citations, par exemple, dans mon manuscrit de thèse, mais je n'en ai pas fait grand-chose. Donc ça pose quand même des questions sur nos regards de chercheurs. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à ça, et donc ça permet aussi peut-être de relire ce passé pour essayer de reconstituer ces dynamiques. Et donc, une des interrogations que j'ai, c'est essayer de comprendre comment les valeurs conservatrices qui s'expriment au grand jour aujourd'hui ont consolidé leur ancrage. Et en particulier donc leur ancrage social, ce que tu évoquais tout à l'heure, effectivement, demande sociale d'autorité, et puis donc derrière ça, il y a également donc le processus de droitisation. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait j'ai commencé il y a quelques mois une enquête auprès donc des lecteurs de Bolsonaro. Qui sont dans deux quartiers très différents de Rio. Donc il y a une favela qui est par ailleurs contrôlée par la milice. Donc à Rio, il y a des favelas contrôlées par le narcotrafic et d'autres par la milice. La milice, donc là c'est une favela vraiment qui est une favela historique de milice. Et c'est en fait une milice dont on soupçonne qu'elle est très proche d'un des fils de Bolsonaro. Le fief, Rio, c'est le fief de la famille Bolsonaro. Et puis, je fais aussi une autre enquête auprès d'un autre groupe d'électeurs qui, eux, appartiennent plutôt à des milieux sociaux favorisés de l'entreprise privée, disons. Et pour ça, je passe par des églises, en fait. Donc, je fais beaucoup d'observations des cultes et des moments de sociabilité avant, après les cultes, à côté des cultes. Voilà. Et parce que, en fait, le facteur religieux me paraît très important. Donc, dans cet ancrage social, ce que j'ai repéré, c'est d'abord effectivement une très forte demande d'autorité. Alors cette autorité, ça peut être l'autorité du pouvoir politique et d'un pouvoir politique incarné dans une présidence.
Ça peut être aussi un autre type d'autorité, notamment l'autorité des forces armées, mais c'est conjugué aussi dans une demande d'autorité familiale, dans la reconstruction de la famille. J'ai beaucoup de contacts qui sont en fait des contacts de femmes qui se présentent elles-mêmes comme étant des femmes conservatrices et qui revendiquent donc une place dans une structure familiale et conjugale où l'autorité n'est pas tenue par elles. Ce qui est d'ailleurs parfois, j'ai remarqué, assez contradictoire avec leur comportement. Parce que, en fait, dans leur comportement, finalement, souvent, elles sont plus présentes dans les interactions, dans l'organisation des mobilisations, comme porte-parole du bolsonarisme, etc. Mais elles revendiquent quand même l'autorité paternelle dans la construction de la famille. Et tout ça, ça se construit autour d'une très forte homophobie et de la question de l'avortement qui est fondamentale. Plusieurs des femmes que j'ai interrogées m'ont dit que pendant longtemps, donc, elles ne s'étaient pas intéressées à la politique et que la possibilité que l'avortement soit dépénalisé avait été, donc là je cite un des entretiens, un réveil politique. Ça les avait réveillées en politique, elles avaient compris, m'ont-elles dit, que c'était le moment pour se mobiliser. Alors dans tout ça, la recherche peut-être pas des causes, mais des facteurs, il y a la question religieuse. Et bon, il ne suffit pas de dire ils sont conservateurs parce qu'ils sont évangéliques, ça, ce serait quand même un peu trop simple. Moi, ce que je vois en comparant avec ce que j'ai pu observer du côté des catholiques et de la formation militante associée donc à la pratique catholique, c'est que dans les décennies qui ont précédé et suivi le passage à la démocratie, dans les quartiers, les groupes, principalement les groupes de jeunes qui se sont constitués autour des églises catholiques, ont été des espaces de politisation très importants et de politisation à gauche, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres, de curés, qui étaient des curés proches de ce qu'on a appelé le catholicisme progressiste, certains donc de la théologie de la libération, et donc qui ont apporté leur soutien à l'organisation des mouvements sociaux qui ont accompagné le passage à la démocratie. Là, dans ces églises évangéliques, dans les quartiers, il y a des groupes de jeunes qui sont beaucoup là aussi parce qu'il y a une pratique musicale très importante. Ils font ce qu'ils appellent du gospel, de qualité bien moindre que ce qu'on trouve aux États-Unis. Donc, observer les cultes, parfois, c'est pas rigolo. Mais ça les tient. En fait, il y a les espaces aussi d'études bibliques où en fait il y a une politisation, mais une politisation très indirecte autour justement de la construction de ce respect à l'autorité, vis-à-vis de l'autorité, du familialisme, etc. Je côtoie surtout dans cette enquête des groupes qui sont très peu mobilisés, des personnes qui m'ont dit ne jamais avoir participé à aucune manifestation. Les manifestants, ceux qui se mobilisent, sont plutôt de classe moyenne. Or là, je suis un petit peu entre les deux, très populaire et très favorisée. Alors, sur l'ancrage social de ce conservatisme, je pense qu'il y a un facteur à aller chercher du côté de la circulation de l'information et surtout de la circulation de la désinformation, d'informations fausses. Alors là, moi, j'avoue que pour l'instant, je me pose des questions. Je n'ai pas tellement encore d'outils pour comprendre, en fait, comment aborder cette question des fake news. Donc, en fait, on est dans des milieux très conspirationnistes qui reconstruisent la mémoire de la période Lula, qui disent que donc, c'est une période communiste. En fait, là, ils se mobilisent pour empêcher le retour du communisme, avec des tas d'allusions au Venezuela, dans des façons de raisonner qui sont proches de ce que j'ai parfois pu lire sur les
les logiques conspirationnistes, c'est-à-dire en fait des rapprochements d'informations avec en fait une suggestion implicite du rapport de cause à effet. Donc par exemple là, s'il y a eu de la fraude, c'est parce que les machines de vote ont été construites au Venezuela. Voilà, ce genre de choses. Donc des informations abracadabrantes, avec une esthétique très New Age parfois, très viriliste, qu'on retrouve aussi dans les mobilisations bolsonaristes. Par exemple, Bolsonaro mène beaucoup de défilés à moto. Et ça, franchement, c'est impressionnant. Hein. Ils sont tous en noir, des centaines de motos sur des autoroutes. C'est quand même une esthétique très particulière. Mais la question que je me pose, c'est comment ça joue sur l'électorat? Donc il y a tous ces systèmes toutes ces questions de participation au réseau. Donc évidemment, il faut déjà appartenir à ces réseaux-là pour être atteint par les fake news. Où sont les dispositions et où sont les impacts de la diffusion de ces informations? Je vous avoue que je ne sais pas. Et puis dernier point que je voulais évoquer, c'est également une sorte de rapport messianique à la politique. Donc, par exemple, parmi les informations qui circulent, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'information, parmi les idées qui circulent dans les réseaux sociaux bolsonaristes, vous avez, par exemple, une influenceuse qui vous dit que Jair, ça veut dire qui apporte la lumière, et puis le nom du milieu de Bolsonaro, c'est Messias. Donc voilà, c'est un Messie. Et il y a une dame que j'ai interrogée qui m'a dit qu'elle avait reçu une prophétie qu'un militaire allait prendre le pouvoir pour sauver le Brésil. Donc il y a une personnalisation messianique du rapport à la présidence, du rapport aux politiques, du rapport donc à cette personnalité qui est pourtant finalement assez médiocre et assez qui fait très... Il met aussi en scène sa proximité avec le peuple, sa simplicité finalement. Donc il y a tout ça, tous ces ingrédients dont je cherche en fait encore l'articulation parce que ce que j'évoque, c'est une recherche en cours. Merci. Quelques mots à mon tour sur cette question des causes du phénomène. Alors bon, là encore, hein, je répète, moi je travaille pas sur les mouvements politiques ou les faits sociaux, peut-être toujours dans le champ un peu du droit ou des pratiques institutionnelles, quelques causes ou en tout cas quelques facteurs. Moi, il y en a, enfin, réfléchissant à la manière dont tu nous posais la question, je voulais évoquer 3 choses rapidement. La première, c'est que, à la faveur de ce que je décrivais tout à l'heure, ce que je vois se produire de manière récurrente désormais, c'est un discrédit de la part des instances de gouvernement de toute la parole autour des libertés, des droits humains, y compris lorsque cette parole elle est portée par des institutions ou des autorités constitutionnelles. Alors, on pourrait parler d'autres formes de discrédit. Hein. Julien, tu mentionnais certains épisodes de discrédit du savoir ou de la parole universitaire. Évidemment, on pourrait ajouter ça dans la conversation. Mais déjà, là, le discrédit du contre-argument, en fait, à cette dynamique autoritaire qui est de rappeler l'importance des libertés, des droits humains dans l'ordre politique et constitutionnel. Alors, j'en donnerai un exemple, mais on pourrait les multiplier. Pendant les débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, qu'on a appelée la loi séparatisme, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interpellé pendant la séance publique à l'Assemblée nationale par un député qui lui objectait sur telle ou telle disposition en discussion de la loi une position du défenseur des droits. Alors le défenseur des droits, pour mémoire, c'est une autorité constitutionnelle, enfin à vrai dire c'est l'autorité constitutionnelle de protection des droits fondamentaux, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas une organisation crypto-gauchiste de la société civile, c'est le défenseur des droits, autorité constitutionnelle. Et le ministre de l'Intérieur, en séance publique, a disqualifié la référence à la position du défenseur des droits en qualifiant sa position, je le cite, de nulle et non avenue.
D'accord. Donc ça, par exemple, voilà, je crois que c'est des moments qui sont quand même très importants, qui ne peuvent pas passer complètement en dessous des radars. Et encore une fois, je donne cet exemple-là, mais on pourrait en multiplier. Ça nourrit le second point dont je voulais parler, qui est la manière dont, de manière assez structurelle, la question des libertés, la question des droits humains devient une variable d'ajustement d'un certain nombre de politiques publiques qui ont justement ce tournant un peu sécuritaire, ou cette tonalité sécuritaire que je décrivais tout à l'heure, deviennent la variable d'ajustement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut avoir une définition vraiment très basique, un peu rase-moquette de ce que signifie dans la grammaire juridique la notion de libéralisme, eh bien, c'est tout simplement de dire que le principe, c'est la liberté, et que l'ensemble des restrictions sont l'exception. La restriction de police, c'est l'exception. Un régime libéral, c'est un régime qui est organisé autour du primat de la liberté. Et si on se targue d'être une démocratie libérale, ou tant qu'on peut revendiquer la qualification de démocratie libérale, il y a justement un certain nombre de règles à respecter dans le droit des libertés publiques. C'est précisément, non pas que les restrictions de police ne peuvent jamais advenir, mais que comme précisément elles sont exception au principe de la liberté, elles sont soumises à une contrainte de justification. C'est-à-dire que la restriction à la liberté d'association, la liberté de la presse, que sais-je, elle est admissible à la condition de remplir un certain nombre de justifications. Or, ce qu'on voit dans cet agenda législatif que je décrivais tout à l'heure, eh bien, c'est l'allègement toujours plus, toujours davantage de cette contrainte de justification. Là encore, un exemple, je parlais tout à l'heure de la loi SILT, donc la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui a rendu permanent 4 des mesures phares sur lesquelles repose l'état d'urgence antiterroriste. Une de ces mesures, c'est la possibilité de faire des périmètres de sécurité. Donc c'est la possibilité pour une autorité administrative de dire, bon ben voilà, dans telle zone, j'ai un enjeu de sécurité, donc je vais faire un périmètre de sécurité. Typiquement, vous pouvez être fouillé ou contrôlé pour rentrer. On a vu ça pendant l'état d'urgence, quand il y avait un certain nombre de manifestations, place de la République ou autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, où on devait montrer patte blanche, en réalité, pour accéder à la zone dans laquelle la manifestation se déroulait. Alors, une des garanties qui a été acquise de haute lutte par le Parlement dans le cadre de la loi SILT, c'était de dire, bon, on va permettre les périmètres de sécurité, pas seulement en période d'état d'urgence, mais de tout temps, à la condition que ces pouvoirs ne soient utilisés qu'aux seules fins de la lutte contre le terrorisme. Donc la loi, aujourd'hui, normalement, elle ne permet l'instauration de périmètres de sécurité que si l'autorité administrative qui les décrète argue du fait que c'est dans le cadre d'une opération de lutte contre le terrorisme. Or, donc ça, c'est la loi telle qu'elle a été votée en octobre 2017. On a des bilans d'application de ce texte et on voit très bien, c'est écrit là encore, dans des rapports parlementaires, hein, pas dans des pamphlets associatifs. Dans des rapports parlementaires, il est écrit que, de manière récurrente, un certain nombre d'autorités administratives mettent en place des périmètres de sécurité. C'est écrit noir sur blanc, en dehors des cadres prévus par la loi. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, à Lille, autour de la gare, on a pratiquement en permanence des périmètres de sécurité, en réalité en lien avec la politique migratoire, pas du tout en lien avec la politique de lutte contre le terrorisme. Et donc, on a un exemple ici d'un pouvoir d'état d'urgence qui est normalisé, qui est intégré dans le droit commun, et qui ne respecte même pas les conditions restrictives qui ont présidé à sa normalisation. Donc, voilà une illustration de la manière dont, en réalité, on n'est pas du tout dans une contrainte de justification lourde, on est même en réalité dans l'acceptation de ce que des documents comme des rapports parlementaires listent parfaitement le fait que ces textes restrictifs de liberté sont appliqués contra legem. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est que il y a une sorte de perte de culture des libertés. Enfin, les 3 points sont évidemment liés. Il y a une sorte de perte de culture des libertés qu'on va voire à différentes échelles de la fabrication du droit, mais qui se donne à voir beaucoup, pour prendre juste un exemple, dans la manière dont les juges
font leur travail, c'est-à-dire dans la manière dont les juridictions contrôlent l'action du législateur ou l'action du gouvernement en particulier. Et là, j'en donnerai juste un exemple. J'avais dit que je voulais revenir sur la question de la loi séparatisme. Je prends juste un exemple. Vous vous rappelez que le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, a fait l'objet d'un décret de dissolution, en l'occurrence avant la loi séparatisme, juste avant la loi séparatisme, mais elle était déjà dans les tuyaux, si je puis dire. Et le décret de dissolution invoquait 2 motifs principaux pour dissoudre le CCIF. Le premier, c'était la provocation à la haine et à la discrimination, en particulier à cause du discours du CCIF sur l'islamophobie d'État. Et le deuxième, c'était que le CCIF se livrait à des agissements en vue de provoquer à des actions terroristes. Alors, le décret de dissolution a été contesté en justice et le Conseil d'État a validé le décret de dissolution du CCIF au terme d'un raisonnement en 2 temps. Premier temps, l'argument du ministère de l'Intérieur sur le fait que le CCIF se livre à des agissements en vue de provoquer au terrorisme n'est pas fondé. Il n'y a pas d'éléments suffisants dans le dossier du ministre de l'Intérieur pour établir des liens entre le CCIF et quelque action terroriste que ce soit. Reste le deuxième fondement invoqué par le ministre de l'Intérieur, la provocation à la haine et à la discrimination. Et ici, le Conseil d'État a dit, là, en revanche, il est vrai que le CCIF dénonce l'islamophobie d'État, il est vrai que ça, c'est un discours problématique qui est susceptible de remplir les conditions qui permettent la dissolution d'une association. Plus récemment, en mai 2022, une autre association a fait l'objet d'un décret de dissolution, c'était le groupement antifasciste de Lyon. Le groupement antifasciste de Lyon a été dissous, en particulier pour son action contre les violences policières, contre la police, et son discours répétitif de dénonciation d'une violence d'État. Et donc, avec ce même type de fondement invoqué par le ministère de l'Intérieur sur le fait que le GAL, le groupement antifasciste de Lyon, provoque à des agissements violents à travers ce discours sur la violence d'État. Ici, le Conseil d'État a censuré le décret de dissolution pris par le ministre de l'Intérieur, formellement par le président de la République. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a en fait une association qui finalement peut faire l'objet d'une dissolution parce qu'elle dénonce une islamophobie d'État, et une association qui ne peut pas faire l'objet d'une dissolution alors qu'elle dénonce une violence d'État, notamment de la part de la police. Et en réalité, je crois que on a là un exemple typique du fait que les décrets de dissolution des associations, c'est typiquement quelque chose sur lequel le juge exerce un contrôle qui est assez minimal, et où ici on voit bien en réalité un contrôle à géométrie variable, parce que d'une certaine manière, dire islamophobie d'État, ça va pas quand on est au CCIF, mais quand on est au GAL, dire mort aux flics, ça va. Et donc, on voit bien qu'il y a là une géométrie, évidemment, variable du contrôle qui est tout à fait problématique et qui est des manières, il y en a 1000 autres, d'illustrer un certain nombre de questions qu'on pourrait poser sur la manière dont le juge exerce sa fonction de protection des libertés. Merci à toutes les trois. Le temps file, du coup, on va pouvoir prendre un certain nombre de questions, de remarques, d'interrogations. On a brassé énormément de choses, donc si vous avez des réactions, n'hésitez pas à vous manifester. Je me dépêche. Merci. J'ai une question à Linda De Matteo. C'était très intéressant. Et j'ai 2 questions. Une question sur le traumatisme de guerre d'Irak et d'Afghanistan. Parce que de ce que j'ai compris, de ce que vous avez dit, ils sont traumatisés, mais en même temps, il y a une militarisation et beaucoup de gens qui entrent dans l'armée. Donc, je voulais savoir comment c'est lié, en fait, qu'un traumatisme de guerre récent pourrait aussi avoir comme un effet inverse, en fait, de déserter l'armée. Et l'autre question, c'est un peu de savoir si vous avez dressé le portrait de l'autoritarisme, mais je me demandais s'il y avait aussi des contre-pouvoirs, ce qu'il en était de Occupy Wall Street, mais aussi de Black Lives Matter, Defund the Police et tous ces mouvements, et si c'était aussi sur le fond des derniers midterms où il n'y avait pas la vague rouge qu'attendait Trump, et si ça, vous voyez là-dedans un contre-pouvoir ou si c'était juste des dynamiques
qui sont en même temps convergents, mais pas forcément, qui ne forment pas forcément un pouvoir fort. Pardon. Merci. Autre chose? Merci pour vos présentations bien éclairantes. Dans la communauté anglophone au Canada, j'ai pu entendre des discussions qui évoquaient la crainte de sécession d'États aux États-Unis. Je ne sais absolument pas si c'est fantasmé ou réel. Et la question que j'aurais aimé vous poser, c'est est-ce que, alors aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, et peut-être en ouvrant après la question pour la France, est-ce que dans vos travaux de recherche, ces questionnements, ces craintes sur des sécessions éventuelles à l'intérieur de ces deux États fédéraux que sont le Brésil et les États-Unis existent? Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que c'est uniquement du discours pur? Et au-delà, est-ce que les dynamiques autoritaires, alors là pour ouvrir sur la France, portent, même au niveau des dynamiques du droit, des potentialités pour diviser finalement des territoires jusque-là, on pourrait dire unis, pour le dire simplement et rapidement. Bonjour, merci pour ces 3 présentations passionnantes. Ma question était plutôt pour Stéphanie Hennette-Vaucher, mais peut-être que les autres intervenantes auront des éléments à apporter. Je souscris complètement à votre analyse et qui m'a rappelé le tract de François Sureau, Sans la liberté, notamment sur cette perte de culture démocratique des élites politiques et administratives. Lui, il parle aussi de la perte de culture démocratique dans la population, d'une perte de confiance dans la capacité du citoyen à s'autogouverner, etc., qui fait écho du coup à aux observations faites à propos du Brésil et des États-Unis, au moins sur la partie, demande sociale d'autorité. Et je voulais savoir si du coup vous souscriviez à cette analyse s'agissant du cas français. Et voilà. Voilà, bonjour. Et pour Camille Goirin, je ne sais pas si vous avez un avis, mais quelques mots sur les juges au Brésil concernant ces questions-là, de la démocratie, des élections. Necati Mert Gümüş, doctorat en sciences politiques. Merci pour ces présentations. Du coup, je travaille sur la Turquie. Après, j'ai fait beaucoup de liens avec la Turquie aussi. Ma question porte sur la diffusion de l'information, si on peut l'appeler polarisée. Est-ce que l'État fédéral ou aux États-Unis, par exemple, il prend des mesures contre cette polarisation de l'information? Parce qu'on voit ça aussi en Turquie, du coup les électeurs, ils sont dans une bulle d'information, du coup il y a toujours des fake news qui arrivent, etc. Mais il y a aussi des initiatives citoyennes qui essayent de s'organiser contre ces fake news, etc. Je me demandais peut-être au niveau national, peut-être le gouvernement fédéral prend des mesures, etc. Contre ces situations en fait. Alors je vais en profiter en me rapprochant de la table pour en rajouter quelques-unes. Peut-être pour Stéphanie, une question très précise, mais en fait par rapport à ce que tu évoquais à la fin, et tu en parles dans ton livre, en fait, mais sur quelles seraient potentiellement les conditions d'une autonomisation du Conseil d'État par rapport aux politiques, en fait, puisque c'est aussi ça, d'une certaine façon, dont tu fais mention à cet égard. Et donc je ne sais pas s'il y a des pistes parmi y compris les juristes de ce point de vue-là. Puis après, une question peut-être plus générale pour à la fois Linda et Camille. En fait, il a pas mal été question de culture, ce qui, moi,
toujours me gêne un peu de certaine façon. Quand tu parles du Montana, Linda, on pourrait se dire qu'il y a une forme de ce que tu évoques, le rapport aux armes, une forme de masculinisme, etc. Ça a toujours existé et ça ne s'est pas toujours traduit politiquement de la même façon. Et donc pourquoi maintenant il se passe des choses que il y a 10, 20 ou 30 ans il ne se passait pas, et donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes qui jouent? Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si ça fonctionne pour le Brésil, mais comment vous vous situez par rapport à certaines thèses au fond qui ont eu un certain succès, notamment je pense au livre de Catherine Kramer-Walsh, The Politics of Resentment, qui travaille notamment sur le Wisconsin, qui n'est pas si différent du Montana et qui souligne au fond une thèse qui fait écho également à la France, l'idée selon laquelle c'est à certains égards donc ce qu'elle appelle le ressentiment, mais l'expérience d'un déclassement objectif ou subjectif lié aux transformations du capitalisme, pour le dire comme ça, chez certaines fractions des petites classes moyennes, et un sentiment de déclassement subjectif qui est également lié à la transformation des sociétés multiculturelles et l'idée d'un grand remplacement, pour le dire très vite, qui expliquerait pour partie ces réactions autoritaires ou se tournant vers l'extrême droite, potentiellement fasciste, etc., que vous avez évoqué, ce qui permet de réimbriquer la culture dans ces conditions un peu matérielles d'existence, quoi. Donc et je ne sais pas si pour le Brésil, ces thèses-là font sens, sont pertinentes ou pas du tout. Alors on a déjà débordé, mais on avait commencé avec un petit peu de retard, donc je vous propose de réagir à ces nombreuses questions en très peu de temps, peut-être 2 minutes chacune. Ok, donc je vais commencer par la question relative aux vétérans. Parce que dans l'état dans lequel j'ai vécu, les vétérans tiennent une place particulière. Parce que le fait d'être passé par l'armée, c'est très valorisé socialement. Lorsqu'ils rentrent dans une boutique, par exemple, les vétérans, s'ils se signalent par une casquette ou par une insigne quelconque, on les salue en leur disant « Thank you for your service ». Et il y a un très très grand respect. Donc ça, je ne l'ai pas vu ailleurs aux États-Unis. Le Montana passe pour l'État le plus patriotique des États-Unis. En fait, ils sont très fiers de ce qu'a fait la grande génération, de leurs grands-pères qui ont libéré l'Europe. Enfin, il y a toute une mythologie qui est omniprésente. La guerre du Vietnam a été très blessée parce qu'ils ont utilisé cette mythologie pour les mobiliser, pour les envoyer combattre une guerre qui était une guerre impérialistes en fait, et ils sont très blessés par ça, tout en restant des gens très patriotiques. Donc c'est compliqué, ça a des conséquences politiques qui sont pas simples, qui ont poussé certains à se radicaliser à l'extrême droite, mais avec un discours anti-Washington, anti-étatique très fort. Et c'est ce qui expliquerait l'émergence des milices dans cette partie des États-Unis. Donc il y a des résultats assez paradoxaux. Et aujourd'hui encore, les plus jeunes sont poussés à s'engager pour ces raisons, parce que ça reste très valorisé socialement, en particulier pour les hommes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes à s'engager. Les femmes sont armées aussi dans le Montana. Il y avait des femmes seules qui géraient des ranchs. Donc il y a aussi... il y a une répartition des rôles de genre là, qui n'est pas du tout la même que chez nous. Les femmes chassent. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même assez déroutant pour des Français aussi. Et c'est un État où il y a aussi une tradition féministe. C'est-à-dire que la première femme élue au Parlement, c'est une femme du Montana, la première suffragette qui s'est battue pour le droit de vote des femmes, qui a finalement réussi à se faire élire. Elle vient du Montana. Donc c'est un État, oui, effectivement, il y a cette question de la virilité qui est omniprésente, parce que c'est un État de cow-boys, donc ça fait partie de leur mythologie, mais les femmes ont un rôle aussi très important. Et donc le mouvement, la vague de mobilisation des femmes contre Trump, ça a été aussi quelque chose d'assez étonnant. Ça a été massif dans le Montana. Les femmes se sont déplacées, ont été manifestées dans les villes régulièrement. Il y a eu des manifestations à différentes reprises. Donc on les a vues avec leurs bonnets roses, etc. Donc ça a été très très fort. Et de ce point de vue-là, c'est assez contrasté. Et c'est intéressant à observer en fait. Et ils sont soutenus par les hommes. Il y a beaucoup d'hommes aussi dans ces manifestations.
on ne veut pas toujours d'eux dans ce cas-là, mais disons qu'ils sont derrière leurs épouses et c'est assez frappant. Enfin, il y a eu des discours aussi de Trump très violents contre les femmes. Il a dit clairement en 2016 que les femmes étaient dans sa ligne de mire. Donc c'était quand même explicite. Concernant le traumatisme, alors ça c'est une question que les traumatismes de guerre, oui. Ça, c'est problématique parce que les Américains ont tendance à mettre en avant ce discours sur le traumatisme de guerre, mais en même temps, c'est une manière de ne pas parler aussi de ce qu'ils ont pu faire dans les pays qu'ils ont occupés. C'est-à-dire que les victimes dans toute cette affaire, ce sont leurs jeunes gars qui ont été envoyés sur le terrain, en fait. Donc, ils ne parlent que de ça. Ils parlent beaucoup moins de ce que ça a été que ces occupations. Donc, Didier Fassin avait déjà soulevé le problème sur les traumatismes de guerre et l'usage qui en avait été fait par l'armée américaine. On continue dans le même ordre ? Comme vous voulez. Merci. Alors, juste sur le séparatisme, pour aller très vite, je crois que ce n'est pas une question qui se pose vraiment au Brésil. Alors, il y avait une question sur les juges. D'abord, en fait, c'est dans le même format, on avait abordé cette question, la question des juges dans les tournants autoritaires, dans une table ronde qui a eu lieu à la FSP, au congrès AFSP en juillet. Donc très vite, en fait, juste pour répondre rapidement, ce que je voudrais souligner, c'est que d'abord, en fait, il faut se demander de quel juge on parle. Donc, de quels espaces du système judiciaire. Donc, il y a les juridictions fédérales et fédérées dans les États qui, en fait, connaissent pour partie une polarisation qui est assez similaire à celle de la société, avec quand même une majorité d'agents plutôt conservateurs. Et puis, il faut aller regarder aussi du côté de la Cour suprême. Donc là, le pouvoir judiciaire. Et c'est là que, en fait, on arrive à la fluidité que j'évoquais tout à l'heure, à des alliances très instables, mais en fait avec certaines figures de juges aussi. Donc, alliance avec Bolsonaro il y a 4 ans, dans les décisions de la Cour suprême, dans l'entrée en politique de certains juges, notamment celui qui a mis Lula en prison, puis rupture. Rupture donc d'un juge dont comment on dit, la photo, quoi, la tête était proposée tout le temps dans les défilés des bolsonaristes. Il a rompu avec Bolsonaro et là, il vient d'être élu député fédéral. Idem pour le procureur qui était en charge du dossier Lula. À l'avenir, impossible de savoir si ces gens-là vont renouer avec Bolsonaro et puis si la Cour suprême va changer un petit peu son... Il y a peu de chance là pour la Cour suprême. Il y a un des juges de la Cour suprême qui est devenu vraiment la bête noire des partisans de Bolsonaro. Sur le conservatisme qui traverse la société brésilienne, d'abord je serais bien étonnée, je pense quand même pas avoir employé le terme de culture, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être. En tout cas, l'approche par la frustration des attentes sociales, je pense, est intéressante. Je l'ai retrouvée dans pas mal d'entretiens que j'ai faits. Donc, frustration des attentes économiques. Qui fait que, justement, en fait, j'ai reconstitué aussi des parcours de vote et des électeurs de Lula qui, ensuite, sont passés à Bolsonaro et à la défense virulente, en fait, de leur choix, sont des gens qui ont connu un déclassement social, du point de vue économique. Et justement, moi aussi, il y a des travaux de Didier Fassin qui m'intéressent sur l'explication du conspirationnisme par ces frustrations pour certains groupes sociaux. Il y a quand même aussi des questions de sécurité qui sont importantes. Dans les quartiers où j'enquête, je disais tout à l'heure qu'on était dans des quartiers de milices. Ces milices, en fait, imposent un contrôle social extrêmement fort. Ce n'est pas juste les questions de sécurité.
Elle réprime aussi les consommateurs de drogue, par exemple. Donc, ne serait-ce que des jeunes qui font le chemin vers le quartier d'à côté où ils pourraient aller s'acheter de la cocaïne, par exemple. Là, ils sont en danger de mort, les jeunes, si ils sont pris. Répression de l'adultère. Et quand je dis répression, c'est très violent. Ça peut aller jusqu'à l'assassinat. Et du côté des électeurs bolsonaristes, ce qu'on trouve, c'est à la fois un respect implicite, parce qu'on n'en parle pas, on dit « il » et on n'en parle pas, mais un respect implicite de ces miliciens, mais en même temps, ils n'ont pas tellement le choix, et une demande d'autorité dans les politiques de sécurité. Donc, en fait, frustration de l'attente de sécurité. C'est-à-dire, on me dit... depuis que Lula a exercé le pouvoir, les policiers ne viennent plus dans nos quartiers. Donc on est abandonnés en fait. Et du coup, les seuls qui nous protègent, ce sont les miliciens, mais en même temps, ils nous mettent sous contrainte. Donc voilà. Alors il y a la question religieuse. Je vais être rapide. Sur la question religieuse, là j'en suis encore à me poser des questions. Parce que en fait, on a l'habitude en sociologie politique d'aborder le rapport à la religion à partir des processus de socialisation. C'est ça qu'on fait d'habitude. Et c'est mon automatisme. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les groupes de jeunes. Et je pense qu'il y a quelque chose à suivre, une voie à suivre. Mais là, comme tout à l'heure sur les fake news, je tâtonne. C'est que je pense qu'il faut prêter plus d'attention à la question de la spiritualité. Et à la question donc de la croyance, de la foi religieuse. Et pas simplement penser à la socialisation en termes d'intériorisation de comportement, par exemple. Mais pour l'instant, je dois dire que je n'ai pas encore les armes analytiques. Ça va venir. Voilà. Très vite. Sur la question sur... sécession, séparatisme, alors évidemment, elle se pose pas de la même manière pour la France, mais je voulais juste dire, parce que ça me paraît intéressant, que d'une certaine manière, les dynamiques auxquelles je faisais référence, elles font presque émerger la chose inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt un spectre d'un séparatisme de l'intérieur qui émerge pour légitimer la loi anti-séparatisme, etc. Enfin, c'est juste en manière de rebond sur votre commentaire. Sur le point de savoir s'il y a une perte citoyenne de la culture démocratique ou de la culture des libertés qui ferait écho aux pertes de culture institutionnelle des libertés auxquelles je faisais référence. Bon, moi, j'ai évidemment pas du tout les outils pour le dire. Cela étant, il me semble qu'il y a une chose importante qui se produit, qui est que le discours politique et juridique véhicule un certain nombre de représentations qui peuvent être un peu tronquées ou qui peuvent justement fonctionnellement permettre d'emporter l'adhésion par rapport à la nécessité de tournants sécuritaires, de restriction des libertés. Là encore, l'exemple de la loi de lutte contre les séparatismes en est un bon exemple. C'est-à-dire, évidemment, quand il y a un discours gouvernemental, parce que c'est vraiment ça qui se produit, qui fabrique l'existence d'un continuum entre des formes de religiosité, des formes de communautarisme, des formes de séparatisme et des formes de terrorisme. Il y a une représentation du réel qui a pour fonction de fabriquer, alors je ne sais pas si ça diminue la culture citoyenne de la démocratie ou des libertés, mais en tout cas, ça fabrique de la peur, ça légitime un certain nombre d'outils. Et je voulais juste rebondir sur la question de la diffusion, et monsieur, vous parliez de l'exemple turc, et là encore en mode de rebond, mais je voudrais juste souligner que Erdogan, quand il a à son tour mis en place un état d'urgence en 2016, après le coup d'État, il a pris abondamment appui sur le fait que, ce faisant, il ne faisait que faire ce que fait la France depuis plusieurs mois déjà. Donc il y a de la diffusion peut-être de mouvements sociaux ou politiques, mais il y a aussi de la diffusion, de la légitimation
rebond quoi, de ces modes de gouvernement. Et la dernière question sur le Conseil d'État, je pense qu'on pourrait l'élargir, à vrai dire, et c'est le Conseil d'État, mais c'est aussi le Conseil constitutionnel. Enfin, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas quand on travaille sur, quand on s'interroge sur, en fait, qu'est-ce que ça fait à ces catégories fondamentales, type État de droit, d'avoir un gouvernement durablement par l'état d'urgence, une multiplication des textes de restriction des libertés, etc. Mais je crois que ça nous invite véritablement à faire attention au fait que l'état de droit, c'est un standard, c'est flou, c'est difficile à définir. Et du coup, ça recouvre en réalité des réalités potentiellement très différentes. Et faire un travail vraiment critique sur la manière dont l'état de droit concrètement se décline dans un ordre politique donné, alors ici par exemple la France, c'est aussi comparer avec d'autres et sans être du tout spécialiste par exemple de l'Allemagne, il me semble que y a un certain nombre de travaux et quand même quelques développements juridiques que je connais qui permettent de voir que par exemple quand on parle de cour constitutionnelle en Allemagne, on parle de quelque chose qui est singulièrement plus robuste que ce qu'on appelle en France cour constitutionnelle, ou de la même manière quand on parle de techniques juridiques de contrôle, par exemple le contrôle de proportionnalité exercé par les juges en Allemagne, là encore c'est quelque chose qui est 1000 fois plus exigeant que ce que des juges français vont appeler contrôle de proportionnalité. Donc voilà, c'est une invitation vraiment à regarder vraiment ce qui se pratique concrètement dans la manière dont le droit est utilisé derrière ces mots un peu fourre-tout. Merci, on en reste là.